Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous accueillir sur ce premier webinaire dédié à Dialogue, qui coïncide avec la sortie de Dialogue hier, le 17 novembre, donc Dialogue face aux grands arrêts de la jurisprudence française. Nous allons démarrer dans un instant, le temps que nous acceptions les participants et que les retardataires puissent nous rejoindre. Bien, bonjour à tous une nouvelle fois et bonjour à ceux qui viennent de nous rejoindre. Nous allons démarrer ce webinaire consacré à Dialogue face aux grands arrêts de la jurisprudence française, qui coïncide avec le lancement de Dialogue hier, lundi 17 novembre. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Alors, Dialogue, qu'est-ce que c'est? Dialogue, c'est la nouvelle fonctionnalité d'IA générative de JuriPredis. Et JuriPredis, c'est un moteur de recherche jurisprudentielle développé avec le soutien de la conférence des bâtonniers et utilisé quotidiennement par 15 000 avocats en France pour les aider à sécuriser leurs pratiques, mais aussi leur permettre de gagner en productivité. Cette solution est distribuée depuis le 1er janvier 2025 par Bricklead Legal. Donc, Bricklead Legal, c'est une legal tech, c'est un éditeur de solutions logicielles à destination des professionnels du droit, filiale du groupe Dimood, qui dispose de plus de 40 ans d'expertise dans l'intégration et l'édition de logiciels. Donc, les équipes de JuriPredis ont déployé toute leur expertise technique au service des avocats depuis de nombreux mois maintenant, pour les aider à gagner encore plus de temps au quotidien. Donc aujourd'hui, nous sommes fiers de concrétiser nos travaux avec le lancement de Dialogue et de pouvoir vous en parler aujourd'hui. Donc je suis Samuel Guérin, je suis directeur des ventes chez Bricklead Legal et je suis accompagné de Maxime Voisin, qui est juriste en droit du numérique et product owner chez JuriPredis. Bonjour Maxime. Bonjour Samuel. Et j'oublierai pas dans les présentations, Dialogue, notre agent conversationnel qui également interviendra lui aussi à plusieurs reprises au cours de ce webinaire. Nous avons souhaité, dans le cadre de ce webinaire, vous proposer une approche très pratique avec des exemples concrets de problématiques juridiques pour vous montrer comment l'IA générative de JuriPredis traite l'information et la restitue. On est vraiment au cœur de la jurisprudence puisque JuriPredis s'appuie sur un faux documentaire de près de 33 millions de documents sur l'ensemble des flux jurisprudentiels. Et donc, quoi de mieux finalement de se retrouver au cœur des plus grands arrêts de jurisprudence, de pouvoir remonter des problématiques juridiques et de pouvoir les décrypter grâce à l'IA générative. Et si une IA pouvait donc vous aider à les décrypter. Alors, quelques mots peut-être un peu plus complets lorsque l'on évoque Dialogue, pour vous donner quelques informations complémentaires. Donc, Dialogue, c'est un agent conversationnel qui s'appuie sur le procédé RAG, génération automatisée de récupération, qui permet de contraindre un LLM, donc un grand modèle de langage, à n'utiliser que des sources qui ont été vérifiées pour rédiger sa réponse. Donc, il ne pourra pas
utiliser ces sources en tant que modèle généraliste, issues de son entraînement en tant que modèle généraliste. Donc, ce sont uniquement des sources qui ont été vérifiées. Donc, cet agent conversationnel vous permet de pouvoir interroger un corpus juridique structuré et d'apporter des réponses précises, sourcées et contextualisées. Deuxième élément important à prendre également en compte, pour chacune des décisions qui intervient dans le cadre de sa réponse, vous accéderez à un résumé, à une citation, également à une analyse de la citation et également la possibilité de retrouver la décision de jurisprudence en texte intégral par le biais de la solution Juriprédis. Et puis, dernier point, la solution a été conçue dans le strict respect du RGPD et également des principes déontologiques de la profession. Nous nous appuyons sur les modèles de LLM de Mistral AI, ce qui nous permet, avec Mistral, de ne pas utiliser, d'utiliser uniquement nos algorithmes et de ne pas utiliser les données de nos utilisateurs. Donc c'est pour ça qu'avec les modèles de Mistral, qui apportent des performances qui sont identiques, voire supérieures à ceux d'autres fournisseurs, nous sommes en capacité de pouvoir respecter les principes déontologiques et du RGPD. Alors, on va pouvoir démarrer l'analyse de ces grands arrêts avec un premier arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 22 octobre 1996, qui est l'arrêt Chronopost, que tout le monde, bien sûr, connaît. Je vais rappeler quelques éléments chronologiques, quelques éléments de contexte pour vous resituer un peu cet arrêt. Et puis ensuite, on ira évoquer des problématiques juridiques. Donc le contexte, avec l'arrêt Chronopost, une société, en quelques mots, confie à Chronopost l'envoi de plis contenant une offre pour un marché public. La remise dans un délai précis est essentielle afin que l'offre soit recevable. Le contrat, l'expéditeur confie ses plis à Chronopost qui s'engage à livrer les plis le lendemain de leur envoi, avant midi. Il y a une clause contractuelle limitative de responsabilité qui limite dans le contrat l'indemnisation en cas de retard. L'exécution défaillante, Chronopost livre les plis après le délai convenu, ce qui empêche la société de déposer son offre à temps et avec une malheureuse conséquence économique puisque l'expéditeur est écarté de l'appel d'offres, ce qui constitue un préjudice important et donc notamment la perte de chance de pouvoir lui permettre de conclure ce marché. L'action judiciaire, la société attaque Chronopost pour manquement à l'obligation essentielle, donc ce sur quoi elle était engagée, c'est-à-dire livrer rapidement, et conteste la validité de cette clause limitative de responsabilité. Donc voilà pour rappeler les quelques étapes de cet arrêt. Et donc ce que je vous propose, c'est de nous indiquer, de formuler vos problématiques juridiques que nous irons ensuite explorer avec Maxime grâce à Dialogue. Alors, Maxime, on a quelques réponses, je te laisse peut-être prendre la main. Oui, merci aux participants qui ont formulé leurs problématiques. Je vais retenir celle qui était la suivante. Une clause limitative de responsabilité peut-elle être écartée si elle prive l'obligation essentielle de sa substance? Donc on va aller la poser dans Dialogue. Je vais vous partager Dialogue, justement. Donc, normalement, vous voyez Dialogue, l'interface dédiée à cette nouvelle fonctionnalité dans Juriprédis. Je reprends la problématique, du coup. Une clause limitative de responsabilité peut-elle être écartée si elle prive l'obligation essentielle de sa substance? Je pose la question, ce qui me laisse quelques secondes pour vous préciser un peu le fonctionnement de Dialogue. Donc, comment fonctionne Dialogue? En fait, lorsque l'utilisateur va poser sa problématique, il la transmet à Juriprédis. Juriprédis effectue un travail sur cette problématique. Et une fois cette problématique retravaillée, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher des décisions de justice qui correspondent à cette problématique. Une fois qu'on a identifié des décisions de justice pertinentes, on va les résumer, on va extraire les passages
de la décision qui répondent directement à la question. Et on va également extraire les articles de loi, les articles de code, les articles voilà, les décrets, les arrêtés, les textes réglementaires, qui seraient pertinents pour répondre à la question. Et ensuite, tout ce contenu est fourni à un modèle génératif, donc un modèle génératif de Mistral, qui va rédiger sa réponse en se basant sur l'intégralité de ce contenu. Ce qui permet de contraindre Mistral à n'utiliser que les sources et les contenus qu'on a identifiés pour fournir sa réponse. Ce qui vous garantit vraiment une réponse fiable par rapport à ce que vous pourrez retrouver si vous utilisez ChatGPT, Gemini, etc. Donc là, la réponse est en train d'être générée. J'ai directement des décisions de justice ainsi que des articles de loi qui sont mis en évidence dans la réponse. On voit qu'on a une réponse structurée avec différents paragraphes et une conclusion qui répond directement à la question. Donc en conclusion, une clause limitative de responsabilité peut être écartée, pardon, si elle prive l'obligation essentielle de sa substance. Évidemment, puisque entre-temps, il y a eu la réforme du droit des contrats en 2016, la portée de l'arrêt Chronopost a été codifiée dans le Code civil à l'article 1170, donc c'est cet article qui va remonter. Toute clause qui prive de sa substance l'obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite. Et j'ai également les décisions de justice qui sont directement disponibles, avec à chaque fois un résumé de la décision, la citation exacte de la décision qui correspond à la question et qui répond directement à la question. Et si besoin, je peux également accéder directement à la décision sur Juripredis et donc vérifier quelle est la motivation de la décision. Donc, j'ai directement le plan qui me permet d'accéder aux motivations et de vérifier les développements qui ont été rédigés par Dialogue. Donc voilà pour cette première arrêt, cette première réponse de Dialogue. Effectivement, une clause limitative de responsabilité qui prive l'obligation essentielle de sa substance serait réputée non écrite. Et c'est toujours le cas aujourd'hui. Samuel, du coup, tu peux passer à la deuxième décision. Merci Maxime. Effectivement, je vais reprendre la main. On va poursuivre un peu sur ce même principe avec un second arrêt, cette fois-ci en droit administratif, avec l'arrêt Dame Lamotte, qui a été rendu par le Conseil d'État le 17 février 1950. Donc ça nous replonge dans les années 50. Alors, une chronologie un peu plus complexe que Chronopost, donc, que je vais vous retracer ici en quelques secondes. Donc, un contexte législatif, si on remonte à 1940, avec une loi du 27 août qui autorisait les préfets à concéder des terres considérées comme abandonnées ou vaincues depuis plus de 2 ans. Le préfet de l'Ain, à l'époque, avait estimé que le domaine de Dame Lamotte entrait dans ce cadre. Le 29 janvier 1941, le préfet de l'Ain a concédé le domaine de Dame Lamotte au sieur de Testa. Le Conseil d'État avait annulé cette décision en 1942, puis également une nouvelle concession en 1943. Le 2 novembre 1943, le préfet avait pris un arrêté de réquisition du même domaine au profit du même bénéficiaire, et le Conseil d'État avait annulé cette mesure le 29 décembre 1944. Un nouvel arrêté de concession, le 10 août 1944, le préfet avait pris un nouvel arrêté concernant le domaine de Dame Lamotte. Par arrêté du 4 octobre 1946, le conseil de préfecture de Lyon a annulé cette décision. S'en est suivi un recours formé par le ministre de l'Agriculture devant le Conseil d'État contre l'arrêté du conseil de préfecture fondé sur l'article 4 de la loi du 23 mai 1943 qui excluait tout recours administratif ou judiciaire contre les concessions. Et puis la saisine enfin du Conseil d'État pour apprécier la recevabilité du recours qui a été formé par Dame Lamotte. La question posée portait sur l'interprétation de la loi du 23 mai 1943. Donc voilà pour retracer l'ensemble de ces étapes, souvent riches en droit administratif. Donc selon un peu le même principe, je vous laisse formuler une problématique juridique en lien avec cet arrêt que nous irons explorer dans un instant avec Maxime. Maxime, vas-y, je crois qu'on a déjà des réponses. Tu peux prendre la main. Oui, effectivement. Donc, on a une problématique très pertinente qui est la suivante. Le recours pour excès de pouvoir est-il toujours ouvert, même sans texte? Donc, à nouveau, on va aller dans Dialogue.
J'ouvre une nouvelle conversation et je pose la problématique, le recours pour excès de pouvoir, est-il toujours ouvert, même son texte. Je pose ma problématique dans Dialogue. Et cette fois, j'en profite pour vous préciser le contenu du fond documentaire que vous allez retrouver dans Dialogue. Vous allez retrouver l'intégralité des décisions judiciaires, comme vous l'avez vu sur l'arrêt précédent, mais également l'intégralité des juridictions administratives, donc tribunal administratif, cour administrative d'appel, conseil d'État, également tribunal des conflits. Et vous allez également avoir les décisions du Conseil constitutionnel qui vont arriver d'ici la fin du mois et qui seront disponibles sur Dialogue en intégralité. Donc vous avez déjà plus de 3 millions de décisions qui sont disponibles sur Dialogue, en plus de toutes celles que vous allez retrouver sur Juriprésis. Donc vous voyez qu'on a un temps de réponse qui va assez vite, hein. En moins d'une minute, j'ai une réponse à ma problématique juridique, avec à nouveau des arrêts qui sont pertinents par rapport à la réponse et une réponse directe à ma problématique. En conclusion, le recours pour excès de pouvoir est un mécanisme général ouvert, même en l'absence de texte spécifique. Il permet de contester la légalité des actes administratifs et de garantir le respect de la légalité. Ce que je ne vous ai pas montré également tout à l'heure, c'est que pour les articles de loi, lorsque vous cliquez sur un article, vous avez le texte intégral de l'article, on vous indique s'il est en vigueur ou non, mais vous pouvez également accéder aux différentes versions de cet article, si c'est pertinent, si vous avez besoin de consulter les versions précédentes ou les versions qui seraient applicables au fait de votre affaire. Donc on a une vraie flexibilité dans la présentation des articles. On peut vraiment accéder aux versions qui sont pertinentes par rapport à notre affaire. Et ça sera notamment le cas sur la troisième affaire. Et pour ça, je repasse la main à Samuel pour la présentation de la dernière affaire. Merci Maxime. Je reprends la main. Alors, on va changer d'univers puisque le prochain arrêt concerne un arrêt en propriété intellectuelle qui a été rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 29 mars 2011. Alors, cet arrêt ne porte pas de nom, comme vous pouvez le constater. Alors, en fait, il n'est pas forcément politiquement correct, mais comme il s'agit d'une injure, mais comme il s'agit d'une marque également, on va pouvoir le citer dans la chronologie des faits. Donc, l'enregistrement. La société Luna dépose la marque française semi-figurative Puta Madre le 31 octobre 2003, enregistrée sous le numéro suivant pour vêtements et champagne. L'exploitation, la société Luna utilise la marque et reproche à d'autres sociétés, notamment la société City Sport, de commercialiser des produits similaires sous la dénomination de Puta Madre. La Cour d'appel de Montpellier, le 8 décembre 2009, juge que la marque Puta Madre ne peut être adoptée comme marque car elle est contrainte aux bonnes mœurs et ordonne l'annulation de son enregistrement. La suite, c'est un pourvoi en cassation puisque la société Luna se pourvoit contre cette décision. Plutôt assez simple dans les faits. Je vous laisse une nouvelle fois, une dernière fois, saisir une problématique juridique pour que nous puissions ensuite aller décrypter, explorer plus en détail avec Dialogue cette problématique. Maxime, je pense que tu peux y aller. Il y a Oui, encore des... effectivement, merci pour vos problématiques. Je vais sélectionner la suivante. Une marque contenant une insulte peut-elle être valable, tout simplement, puisque c'était le cas en l'espèce. Donc, on retourne dans Dialogue, je saisis à nouveau la problématique et je lance Dialogue. J'en profite pour vous préciser en plus que quand vous utilisez Dialogue, vous pouvez affiner la recherche en précisant dans le cadre de votre problématique le contenu que vous souhaitez. Si par exemple vous voulez filtrer au niveau des dates, donc il y a plusieurs filtres de dates qui sont disponibles, par date précise, par période, si vous souhaitez des arrêts qui sont avant une période, après une période, vous pouvez le préciser dans vos problématiques et vous pouvez également filtrer au niveau des juridictions en précisant par exemple que vous ne souhaitez que des décisions de la Cour de cassation, que des décisions des tribunaux de commerce, que des décisions des cours d'appel,
etc., etc. Pour vraiment avoir une recherche personnalisée en fonction de vos besoins, de votre problématique et de votre affaire. Donc ça peut vraiment permettre d'éliminer certaines affaires qui ne seraient pas pertinentes, qui seraient rendues avant une période, avant une réforme, par exemple, ou après une réforme. Autre, autre précision également, c'est que vous pouvez... mince, comment le formuler? Euh, Vous pouvez affiner... bon, je vais pas, je vais oublier ça. Bon. Donc on a la réponse qui va être générée directement avec à nouveau les articles de code, les articles de loi et les décisions qui sont pertinentes. Et ce que j'ai évoqué tout à l'heure, avec la possibilité de jongler entre les différentes versions, c'est que, en l'espèce, dans cette affaire, on avait l'article L711-3 du Code de la propriété intellectuelle qui s'appliquait dans l'affaire en question, mais à date de l'affaire, c'était en 2011, donc c'était l'ancienne version qui s'appliquait. Donc c'est cette version-là qui s'appliquait. Entre-temps, on a eu une réforme en 2019, et dans la réponse qui est fournie par Dialogue, j'ai bien le nouvel article en question, donc c'est l'article L711-2 du Code de la propriété intellectuelle, qui répond cette fois à la question, notamment en son alinéa 7, une marque contraire à l'ordre public ou dont l'usage est légalement interdit ne peut être valablement enregistrée ou, s'ils sont enregistrés, sont susceptibles d'être déclarés nuls. Et c'est bien effectivement ce que je vais retrouver au niveau de la conclusion, avec une conclusion. Une marque contenant une insulte peut être invalidée si elle est contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs. Donc c'est effectivement la portée de l'arrêt Puta Madre, du coup, qui vient d'être présenté par Samuel. Voilà pour cette dernière affaire. Samuel, tu peux poursuivre. Merci, merci Maxime. J'espère que ces trois exemples vous ont permis de mieux comprendre à la fois le fonctionnement de Jury-Prédis et de Dialogue, dans cette optique de pouvoir encore faire gagner du temps à l'ensemble des avocats et des professions juridiques, avec des temps de réponse courts, la possibilité également de pouvoir visualiser le résumé, la citation, l'analyse de la citation, mais également, comme l'évoquait Maxime, de pouvoir visualiser la décision en texte intégral en se raccrochant à la solution Jury-Prédis. Voilà, donc c'était ce fonctionnement-là, ces trois exemples-là que nous souhaitons mettre en avant sur des thématiques un peu différentes dans cette approche qu'on a vraiment souhaité très concrète. Si vous souhaitez essayer Dialogue, vous avez un QR code que vous avez la possibilité de scanner qui va vous donner plein d'informations sur la solution, avec la possibilité de pouvoir tester également gratuitement. Dans le cadre du lancement de Dialogue, nous proposons une offre de lancement de 69 € par mois par utilisateur au lieu de 89 € la première année. Cette offre est valable du 17 depuis hier jusqu'au 7 décembre prochain. Donc allez-y, c'est aussi l'objectif de pouvoir se familiariser avec l'IA générative de Jury-Prédis. Et puis, forcément, il y a, j'imagine, quelques questions qui nous sont posées. Et donc, on va tenter d'y répondre tout de suite, dans un instant, en prenant connaissance de ces différentes questions. Alors, Maxime, je te laisse la main. Où sont stockées les données? Une question qui te Qui me concerne directement, concerne directement, je suis exactement. juriste en droit du numérique. Donc les données sont stockées au sein de l'Union européenne, avec un premier serveur qui est aux Pays-Bas et un deuxième serveur qui est en Allemagne. Donc dans le respect du RGPD, les données ne sortent pas de l'Union européenne. Très bien. Une question pour moi, quelles sont les autres fonctionnalités de Jury-Prédis? Alors, Jury-Prédis, vous l'avez compris, moteur de recherche jurisprudentiel qui permet de saisir une problématique en langage naturel et d'accéder à l'ensemble des décisions les plus pertinentes, mais également la possibilité d'accéder à des fonctionnalités complémentaires, notamment par exemple Detect, qui permet d'identifier toutes les références juridiques issues par exemple d'un rapport de conclusion, d'un mémoire de chiffrage, d'un rapport d'expertise, mais également Entreprise, qui va vous
fournir des informations légales et financières sur les entreprises, et notamment de pouvoir accéder à la cartographie du contentieux pour une entreprise, toutes les litiges en cours d'une entreprise qui sont où elle a été mêlée, ce qui voilà, vous permet d'avoir finalement toutes les informations sur les parties prenantes d'une affaire. Également la possibilité de mettre en place une veille juridique, de pouvoir programmer une veille juridique. Donc on peut programmer des alertes jurisprudentielles, mais également une veille juridique sur toutes les thématiques du droit. Et vous recevez en push dans votre boîte mail, à l'heure et à la date de votre choix, l'ensemble des actualités qui paraissent au fil de l'eau sur la thématique qui vous intéresse. Donc voilà, je dirais en quelques mots, quelques fonctionnalités complémentaires de JuriPrédis. Alors, il y a d'autres questions. Alors, est-ce que la solution est difficile à appréhender? Alors, pour utiliser JuriPrédis, il n'y a pas de formation complexe. L'outil est vraiment hyper intuitif et on vous prend en main dès le démarrage, puisqu'en fait, vous avez accès à des guides utilisateurs, à des tutoriels, à un centre d'aide. Il y a beaucoup d'éléments qui vous permettent de pouvoir naviguer le plus rapidement possible, d'être autonome le plus rapidement. Et là, c'est vrai qu'on vous prend par la main, ce qui fait qu'aujourd'hui, en termes de déploiement, la solution est très facilement exploitable sans un besoin de formation complexe. Vous avez également accès à des replays si vous souhaitez avoir accès, vous permettre d'avoir quelques précisions sur telle ou telle fonctionnalité. Donc, beaucoup d'éléments qui sont aujourd'hui mis à disposition dans l'outil au sein du centre d'aide où vous bénéficiez de toute cette valeur ajoutée. D'autres questions? Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, ce qui vous donne déjà un certain nombre d'informations. Alors, ce que nous ferons, c'est que nous enverrons ce replay à l'ensemble des participants et également ceux qui s'étaient inscrits et qui malheureusement n'ont pas pu se libérer cet après-midi. Donc, on prendra le soin effectivement de vous envoyer le replay. N'hésitez pas si vous avez des questions, si vous souhaitez également prendre rendez-vous. Vous aurez également mes coordonnées dans le mail et donc nous pourrons approfondir la discussion, de pouvoir également vous faire une démonstration de JuriPrédis, mais également de dialogue pour voilà, voir de quelle façon effectivement cette solution peut répondre à vos besoins dans le cadre de votre pratique au quotidien. J'espère que ce webinaire a été utile. Maxime et moi vous remercions pour votre présence et je vous souhaite une très bonne après-midi. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci à Au revoir. tous. Au revoir.